Bonjour, mon nom est Manon Caisse. Cette semaine, je vais vous montrer une petite routine à effectuer le plus souvent possible afin de prévenir les maux de dos et les tensions dans les jambes. Alors, si vous avez un tapis de yoga ou sinon une belle grosse serviette de plage et un coussin pour la tête afin d'être plus confortable. S'il vous plaît, accompagnez-moi dans mes étirements. La session va commencer comme ci. Vous allez commencer par vous asseoir par terre. Vous pouvez croiser les jambes comme ça. Déjà, ça va vous donner un indice de vos tensions dans les jambes et les fessiers. Je vous suggérais aussi souvent d'utiliser vos mains pour faire le levier et vous protéger, dépendamment des tensions que vous sentez. Donc, si cette position-là est confortable, vous allez comme rouler le bassin droit et vous étirez, toujours en prenant conscience qu'il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Je vais descendre les épaules et respirer pour amener une détente. Si vous êtes capable d'allonger les jambes, s'il y a de la douleur ou vous êtes insécure, vous vous soutenez avec les mains. Donc, pour commencer, on va aller sentir ce qui se passe dans les jambes et vous allez tenter de détendre vos muscles. Parce que le réflexe serait de tendre. Si on veut faire des étirements, c'est important que ça tire seulement un endroit dans votre corps. On ne peut pas faire plusieurs étirements en même temps. On peut avoir de la douleur à plusieurs endroits. Dans ce cas-là, on change de position. Nous allons débuter par une jambe. Mon corps est allongé. Je relaxe mes muscles. Vous pouvez aller toucher. Vous devez être capable de les prendre dans vos mains. Et mon corps est allongé. Je prends une grande inspire. Vous allez faire la petite bébite qui allonge, jusqu'à ce que vous sentiez un étirement quelque part. Il peut être n'importe où, ça dépend des gens. Ça peut être souvent derrière la jambe ou le bas du dos. Si ça tire, vous reculez un peu pour que ce soit une sensation agréable. Et tranquillement, le muscle va se détendre. Quand ça ne tire plus, vous avancez un peu. C'est important de garder le dos droit un peu pour que ça travaille. Et si tout va bien, vous allez prendre vos orteils avec vos doigts et exercer une légère pression, ce qui va accentuer la tension derrière. C'est le premier exercice. Vous faites l'autre jambe, même chose, vous vous placez et comme vous voyez, je me tiens, confortable, j'allonge et je vais voir où ça s'arrête. Ça tire trop, je recule un peu, je relâche mes jambes pour pas qu'on soit comme ça. Respiration, ça va aider la détente. Vous pouvez bouger vos muscles pour vérifier ou crisper. Si vous serrez les fessiers, ça serre, je relâche, ma jambe est toute relâchée et je vais aller voir jusqu'où je peux aller. Souvent, ce n'est pas la même chose sur les mêmes côtés. Aujourd'hui, ma jambe gauche est plus tendue que ma droite. J'avance, j'arrête et je prends le temps de donner le temps aux muscles de relâcher un peu. Ça peut prendre 3, 4, 5 respirations ou vous comptez. Mais il faut toujours respirer dans l'exercice. Et si on peut, parce qu'on ne s'en aperçoit pas, relâchez les épaules. Donc, si tout va bien, vous pouvez aller chercher vos orteils, accentuer l'étirement. Un léger étirement, tout va bien. Je reste dedans, je peux compter jusqu'à 10, 15, 20. Le muscle est têtu, ça lui prend du temps. Et je reprends doucement ma position. On se replace bien confortable. S'il n'y a pas de problème, deuxième étape, nous allons étirer l'intérieur des cuisses un peu. Donc, je vais placer le côté de mon pied par terre, ça plie la jambe. Mes deux pieds vont se regarder et je regarde, je sens ce qui se passe. Je peux prendre une belle grande respiration. Je ne suis pas tendue, ni les épaules, ni les cuisses. Je vais me pencher en gardant le dos droit,
en regardant un peu au loin. Et ici, je vais étirer plutôt le bas du dos. Je peux aller jusqu'où je veux. Si je veux relâcher mon cou, je vais juste laisser tomber un peu en relaxant les bras. Et vous gardez la position quelques minutes ou quelques secondes, comme vous voulez. Si c'est trop, on peut ouvrir les jambes et c'est un peu plus facile. Si vous êtes très flexible, plus vous avancez vers vous, plus ça va détendre plus haut l'intérieur des cuisses. D'accord? Prochaine étape. Comme vous voyez, je me tiens sur mes mains. Vous allez venir vous coucher sur le dos en gardant les genoux surélevés. Je descends tranquillement en utilisant mes coudes et il est préférable d'avoir un coussin. Vous allez garder cette position relax pendant quelques minutes et sentir ce qui se passe dans le bas du dos. C'est important de venir accoter comme il faut le bas du dos par terre. Placer mes mains chaque côté de moi et relaxer les épaules. Vous pourriez sourire aussi, ça relaxerait le cou. Je prends quelques respirations. L'exercice que je vais vous montrer présentement, c'est vraiment l'exercice magique pour les problèmes de bas de dos. C'est tout simple. Vous allez venir croiser vos mains, tenir au bas du genou, pas sur le genou, et vous tirez vers vous. Dépendamment de votre flexibilité, au début, ça peut être tout simplement comme ça. Si tout va bien, vous expirez et vous tirez. Et vous gardez la position. Dans cette position, vous pouvez en profiter pour faire des roulements, relaxer les chevilles. On peut faire toutes sortes de choses. Ensuite, placer le pied sur l'autre cuisse et pousser un peu. Vous allez faire la même chose avec l'autre jambe. Agripper. Au début, peut-être que vous n'irez pas plus loin que ça. Avant de ramener, important de respirer. Ramenez vers vous et relâchez les épaules. Ça peut rester ici, là, relax comme ça. Si on veut pousser plus loin, on place ici et on pousse le genou vers... On l'éloigne de notre corps. Vous faites cet exercice-là, chaque jambe, au moins 5 fois chacune. Et à la fin, vous pouvez faire la boule et garder la position. Et on ramène les pieds par terre. Lorsque vous voulez vous lever pour ne pas se blesser, comme une femme enceinte. J'espère que vous avez bien apprécié notre petite session d'étirement. N'oubliez pas, plus souvent vous le faites, de meilleurs résultats vous aurez. Et vous allez sentir que l'énergie change dans votre corps. Je vous suggère de le faire le matin, au lever. Vous êtes déjà couché et ça va permettre à votre corps d'être plus détendu pour bien commencer la journée. N'oubliez pas de toujours respirer lorsque vous faites vos exercices et de bien détendre chaque muscle. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Élise Thériault, je travaille pour Options Consommateurs et cette semaine, on parle de l'accessibilité à l'aide juridique. Quand le système d'aide juridique a été créé au Québec en 1973, il était convenu que les personnes qui gagnaient jusqu'à 106 % du salaire minimum pouvaient avoir un accès gratuit à un avocat. Depuis cette période-là, on a lentement gelé les seuils, ce qui fait que plusieurs personnes ont perdu leur accessibilité à l'aide juridique et qu'aujourd'hui, une personne qui gagne 65 % du salaire minimum n'est pas admissible à l'aide juridique gratuitement. En 2005, le ministre de la Justice a décidé de faire une réforme pour permettre à davantage de personnes d'être admissibles gratuitement à l'aide juridique. Les seuils d'admissibilité ont été augmentés un peu à chaque année, ce qui fait qu'on croyait que 900 000 personnes seraient admissibles à l'aide juridique. Cependant, la réforme a eu un effet pervers, c'est-à-dire que les gens qui travaillent au salaire minimum ne sont toujours pas admissibles gratuitement à l'aide juridique. Des gens
peu de nouveaux dossiers ont été ouverts parce que peu de gens se trouvent à gagner entre les revenus de l'aide sociale et les revenus du salaire minimum. Donc, tous les potentiels nouveaux clients n'ont pas pu ouvrir des dossiers. Pourquoi il est important, selon nous, d'augmenter les seuils d'admissibilité à l'aide juridique gratuite? C'est parce que nous rencontrons plusieurs personnes à tous les jours qui sont aux prises avec des problèmes juridiques et qui ne sont pas en mesure de se payer un avocat. Ces gens-là représentent un coût social pour la société, c'est-à-dire qu'ils sont stressés, ils vont avoir des problèmes de santé dû au fait qu'ils ont de la difficulté à faire valoir leurs droits. Aussi, ce sont des personnes qui vont généralement se représenter seules devant les tribunaux. Donc, ces gens-là vont faire perdre beaucoup de temps à la cour parce qu'ils sont aux prises avec un système qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Donc, pour la société, payer un avocat à ces gens-là serait probablement plus intéressant que de les laisser se dépêtrer seuls dans un système qui est très, très complexe pour eux. Depuis plusieurs années, il existe un nouveau volet à l'aide juridique qui est le volet avec contribution. C'est-à-dire que si vous gagnez un peu plus d'argent que ce qui est prévu pour que vous ayez accès gratuitement à un avocat, on peut vous demander de contribuer un montant entre 100 et 800 $ pour que vous ayez accès à un avocat. Peu importe la complexité ou la durée de votre dossier, on ne vous demandera pas de débourser davantage d'argent. Cependant, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui sont admissibles à ce volet-là n'ont pas les moyens de débourser l'argent qu'on leur demande de débourser pour avoir accès à un avocat. La justice, c'est un droit. Nous, chez Option Consommateur, on voit tous les jours des gens qui ont des difficultés à obtenir les services d'un avocat parce qu'ils n'ont pas les moyens de débourser l'argent qu'on leur demande. Option Consommateur fait partie de la coalition pour l'accès à l'aide juridique et cette coalition-là demande que les gens qui travaillent au salaire minimum puissent avoir accès gratuitement à un avocat parce qu'on croit que la justice, c'est un droit. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Larocque, je suis policière au service de police de la Ville de Montréal. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les inattentions au volant à cause du cellulaire. La loi est maintenant en vigueur depuis un bon moment, mais malgré tout, nous constatons quand même que des conducteurs utilisent leur téléphone pour avoir des conversations ou pour texter. La loi prévoit qu'il est interdit d'avoir en main tout appareil muni d'une fonction téléphonique, que ce soit pour avoir une conversation ou texter. Évidemment, certaines personnes peuvent mentionner qu'elles changeaient des musiques avec leur appareil, mais c'est interdit. Donc, c'est important d'être vigilant sur la route, d'être attentif à son environnement. Donc, de texter et de parler, vous pouvez avoir une amende de 115 $ et 3 points. Vous pouvez quand même parler au téléphone, mais c'est important d'avoir un main libre ou un casque d'écoute. Évidemment, même avec un main libre, vous pouvez avoir des problèmes d'attention. Ce qui est privilégié, c'est que vous vous stationnez en bordure de la route pour avoir votre conversation téléphonique. L'attention au volant, c'est ce qui cause le plus d'accidents. Donc, évidemment, le cellulaire est interdit, mais on vous demande aussi d'être vigilant. Certaines femmes se maquillent au volant, certaines personnes mangent au volant. Donc, évidemment, c'est pas interdit, mais ça amène des distractions. Donc, être vigilant à votre environnement, non pas juste immédiat, mais aussi au-delà des autres véhicules. Regardez à l'avant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un ralentissement de la circulation? Est-ce que les feux de circulation ont changé au rouge? Est-ce qu'il y a des piétons dans votre environnement? Des fois, ce n'est pas nécessairement vous qui avez des comportements dangereux, mais c'est les gens aux alentours de vous. Donc, être vigilant, c'est aussi permettre d'éviter un accident de gens ayant des comportements dangereux. Donc, en conclusion, faites attention en conduisant, soyez attentifs à votre environnement, portez toujours le main libre si vous voulez avoir des discussions téléphoniques ou rangez-vous en bordure de la route. Merci, bonne journée. Bonjour, mon nom est Sylvain Perron de l'Écoquartier Hochelaga. Cette semaine, je vais vous montrer comment préparer vos semis. Plusieurs semis peuvent être préparés à l'intérieur, donc des tomates, des oignons, des poireaux, des poivrons, des piments. En fait, pour bien commencer ces semis, c'est important d'avoir un petit contenant opaque. Donc, on peut simplement les acheter en magasin ou encore on peut se servir en fait de petits pots noirs ou de petits pots de yogourt qu'on peut retrouver ou qu'on peut réutiliser à la maison.
Cependant, c'est très important de les laver pour éviter la contamination par les maladies. Pour la plantation des semis, en fait, on enterre la graine d'environ 1 cm et on recouvre de terre tout simplement. Il ne faut pas taper la terre, c'est très important. Aussi, on peut également arroser par en dessous, pas par en haut. Donc, on arrose toujours par capillarité. Donc, on met le contenant dans un contenant d'eau et la terre va simplement s'imbiber d'eau à travers elle. Si on arrose par en haut, c'est très important en fait de ne pas le faire car ça lessive les nutriments de la terre de semis. Si on a des semis intérieurs qu'on veut planter à l'extérieur, en fait, on peut le faire à partir de la fin mai. Donc, c'est très important. Cependant, s'il y a des périodes de gel, on doit attendre après les périodes de gel pour bien planter ces semis à l'extérieur. Donc, c'est très simple. Si vous avez des contenants mobiles, laissez-les à l'extérieur et s'il y a des périodes de froid, ramenez-les à l'intérieur. Certains légumes ne peuvent pas pousser en semis à l'intérieur. Donc, on doit seulement les commencer à l'extérieur. On parle de la laitue et de la carotte. Donc, on les commence à l'extérieur et encore là, on évite les périodes de gel. On peut commencer dès le début du mois de juin, mais encore là, on regarde la météo et on regarde s'il y a des périodes de froid. S'il y a des périodes de froid, il est préférable d'attendre, sinon on risque de tuer les pousses. Si vous voulez débuter votre potager, il est très important de commencer avec les semis à l'intérieur si vous voulez une meilleure productivité ou encore à l'extérieur si vous avez un grand espace à l'extérieur. En fait, si vous faites de l'agriculture urbaine, on suggère l'agriculture en bac pour éviter la contamination par la terre contaminée. Un scan, c'est un examen radiologique effectué dans un département d'imagerie médicale. La différence entre un scan et une radiographie standard, c'est qu'une radiographie standard, c'est sur une image, sur une pellicule radiographique, tandis qu'un scan, c'est des images qu'on prend à l'aide d'un ordinateur sophistiqué qui peut nous permettre de voir des images en 3 dimensions. On peut les modifier au bon vouloir du technologue ou du radiologiste. C'est une image qui est acquise par de la radiation qui tourne en entour du patient et qui permet de voir des petites images dans ce sens-là du patient. C'est comme si on prenait une tranche de steak, on la regardait comme ça et ça nous permet de voir les images dans ce sens-là. On ne doit pas respirer pendant l'examen du scan parce que ça occasionnerait un flou. Donc, une image bougée, une image, prenez l'exemple d'une photo en auto. Une photo en auto, on ne voit pas de détails. Et imaginez la petite coupe de 2 mm qu'on bouge comme ça. Donc, on ne va pas respirer pendant à peu près le temps de l'examen qui est de 15 secondes à 30 secondes environ, seulement le temps de l'examen, ou répétitif, respirer, ne respirez pas, seulement pour faire une précision. Même le cœur fait un flou, mais ça, on ne peut pas l'arrêter, évidemment. On demande aux gens de seulement arrêter de respirer pour cette période-là pour faire un examen plus précis. Le travail d'une technologue en radiologie médicale, en scan, c'est de faire l'examen, de permettre au radiologiste d'avoir des images précises dans un laps de temps. Ça lui permet d'exécuter l'examen, de parler au patient, d'expliquer au patient, de faire les images pour que le radiologiste interprète cet examen-là pour pouvoir émettre un diagnostic au médecin qui l'a demandé. Si on veut démystifier l'examen du scan pour le rendre plus agréable à l'idée de passer ça et pas avoir peur de toujours que ça soit un cancer, on ne peut pas toujours associer un scan au cancer. On peut diagnostiquer plein d'examens maintenant. C'est comme un examen qui se fait couramment dans un hôpital parce que ça permet d'aller plus vite, de ne pas aller vers des spécialistes qui demandent beaucoup de temps d'attente. On peut diagnostiquer que ce soit d'une pierre au rein, pierre au foie, un ACV qui permet d'un diagnostic et de traiter plus rapidement. On n'a pas à avoir peur, c'est pas de la radiation continue, c'est pas quelque chose qui s'accumule dans notre corps, c'est seulement un examen radiologique, comme une photo. C'est la même chose que prendre des photos, si on veut, chez soi, sauf avec la radiation sur un moment donné. Donc, il ne faut pas avoir peur de passer ces examens-là parce que ça permet de ne pas refaire des examens. Ça permet un court laps d'attente pour avoir un diagnostic avec très peu de radiation maintenant. La procédure pour passer un scan pour un patient, évidemment, il faut qu'il voie son médecin. On lui prescrit un examen de scan. Donc, il doit faxer ou acheminer sa requête
au département d'imagerie médicale dans son hôpital. Ensuite, nous, on communique avec lui après avoir vu avec le radiologiste si on doit avoir une injection à base d'iode ou pas, qui est le colorant pour hausser les images en scan. S'il n'y en a pas besoin, donc il se présente et on fait son examen et en 5-10 minutes, le patient est reparti chez lui, puis il va avoir son résultat assez rapidement. Et s'il y a une injection d'iode, à ce moment-là, on lui installe une aiguille dans son bras comme pour un soluté et on injecte directement dans ses veines un colorant pour hausser tous les organes où il y a du sang, qui permet au radiologiste de mieux visualiser certaines pathologies pour lui. Et ça donne un petit goût d'éther dans la bouche, une petite chaleur, une sensation assez particulière, mais non désagréable pour le patient. Et on effectue l'examen en étant la plupart du temps couché sur le dos, sur la table d'examen. On entre le patient dans l'appareil qui est environ de cette épaisseur-là, pas plus, même si l'appareil est très gros. On est toujours dans la salle, on n'est jamais entré dans un tunnel qui peut donner l'impression d'être enfermé, qui est très important car la plupart des patients ont peur d'être renfermés, qui n'est pas le cas pour un examen. Et l'examen, au plus long de l'examen, c'est 10 minutes maximum et on est reparti chez soi. Donc, il n'y a aucun danger d'avoir à passer cet examen-là. Il faut se rassurer que c'est seulement de la radiation pour un moment donné lors de l'examen qui dure environ maximum 10 minutes.